Le long des autoroutes du sud de l'Ukraine occupée, un nouveau type d'épave s'accumule dans les fossés. Ce ne sont pas les chars calcinés du début de la guerre, ni les colonnes blindées qui jonchèrent les routes au nord de Kiev en 2022. Camions-citernes et de carburant appartenant au réseau logistique russe sont abandonnés 4 ans après le début de la guerre. Ces routes, autrefois utilisées pour ravitailler les troupes, ne sont désormais que des pièges mortels. Tout cela, car l'Ukraine a su utiliser des drones pour presque tous les usages possibles durant cette guerre. Après 4 ans, elle a étendu l'usage des drones au déploiement de mines à distance. Ces tactiques sont discrètes et produisent rarement les explosions spectaculaires d'une frappe de missile sur un aérodrome. Déployer une mine ne donne pas vraiment lieu à des publications captivantes sur les réseaux sociaux ou à des vidéos virales qui font la une des actualités. Pourtant, ces drones méritent l'attention des médias car ils sont plus dangereux pour la Russie qu'on ne le croit. Ironiquement, la Russie a été la pionnière du largage de mines par drone plus tôt dans cette guerre. Cette tactique est désormais utilisée contre elle, à une échelle inimaginable pour Moscou. Pour comprendre l'importance, commençons par un changement dans l'utilisation des drones par l'Ukraine. Jusqu'ici, leur usage était surtout axé sur la chasse. Un drone à vue à la première personne poursuit un seul véhicule. Un drone kamikaze s'écrase sur un seul char. C'est précis, c'est peu coûteux et c'est mortel. Mais fondamentalement, il s'agit d'éliminer une cible à la fois. La nouvelle idée consiste à étouffer le flux des troupes adverses. Cela ressemble aux tactiques de guérilla coupant les lignes d'approvisionnement. Mais ici, les opérateurs de drones courent beaucoup moins de risques. Fin mai, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, a donné un nom à cette tactique, annonçant un programme dédié appelé « Verrouillage logistique ». Son objectif déclaré était d'intensifier les frappes à l'arrière russe et de démanteler la capacité de la Russie à approvisionner ses offensives. Ce n'était pas une aspiration vague. Le ministère de la Défense a investi environ 113 millions de dollars directement dans les brigades de drones ayant déjà prouvé leur efficacité contre la logistique russe. L'argent circule via le système de points, au mérite de l'Ukraine, classant les unités selon leur performance pour que les meilleurs reçoivent plus de ressources. Une seconde phase viserait à lancer des appels d'offres centralisés pour acquérir massivement ces systèmes de frappe à moyenne portée, dans une fourchette très précise. L'Ukraine qualifie ces frappes d'intermédiaires, ciblant des sites russes à 20 à 300 km derrière le front. C'est là que les approvisionnements sont regroupés avant d'aller aux tranchées, donc ils coupent la ligne de vie du front. Fyodorov a affirmé que l'Ukraine avait quadruplé la destruction de la logistique russe, des entrepôts, des dépôts, et des postes de commandement depuis le début de 2026. L'essentiel ici, c'est que cette logistique affecte directement la capacité de la Russie à mener des frappes. Plus ils en détruisent, moins l'Ukraine aura réellement besoin de défense. Les chiffres sont frappants, mais doivent être vus comme des affirmations ukrainiennes, non des faits établis. En octobre 2025, Fyodorov a déclaré que la Russie perdait environ 67 soldats pour chaque kilomètre carré qu'elle occupait. En avril 2026, ce chiffre était monté à 179. L'Ukraine estime qu'à la mi-2026, les pertes dépassaient 35 000 morts, ou grièvement blessés par mois. Fyodorov a même attribué le succès à la désactivation des terminaux Starlink pour les forces russes, coupant leur connectivité, alors que leurs approvisionnements s'épuisaient. La stratégie globale elle-même n'est pas seulement une interprétation ukrainienne. L'Institut pour l'étude de la guerre, une organisation américaine respectée de suivi des conflits, l'a confirmé. La campagne de frappes à moyenne portée de l'Ukraine a compliqué la logistique, empêchant Moscou d'envoyer autant de renforts et d'approvisionnement vers l'avant. En termes simples, l'arrière n'est plus sûr. L'endroit où une armée est censée pouvoir reprendre son souffle est devenu une zone de mort. Même des sources russes ont signalé des largages de mines par drone le long du corridor terrestre vers la Crimée, en particulier autour de l'autoroute reliant Mariupol et Melitopol. Après une série d'attaques de drones Hornet américains et un minage suspecté le long de la M14 entre Mariupol et Chongar, les autorités d'occupation ont commis une grave erreur. Ils ont fermé une partie de l'autoroute et détourné le trafic poids lourd vers la Crimée. À partir de là, les problèmes se sont propagés. Fin mai, Vladimir Saldo, le gouverneur installé par la Russie dans la région occupée de Kherson, a signalé qu'un drone avait largué des mines directement sur la chaussée et l'accotement de la route R280, la route que la Russie a renommée autoroute de Novorossia, près de la frontière entre Kherson et Zaporijia. Un camion Kamaz aurait été détruit. D'autres véhicules ont aussi été endommagés et une partie de la route fermée.
Cela s'est produit quelques jours après que Saldo ait déjà restreint temporairement le trafic de marchandises sur cette route, suite à des frappes ukrainiennes ayant incendié des camions-citernes et des camions vers la Crimée. Arrêtez-vous et remarquez qui rapporte tout cela. Ce ne sont pas des chaînes de propagande ukrainiennes. Ce sont les responsables de l'occupation russe eux-mêmes, les hommes dont tout le travail consiste à projeter une image de contrôle. Quand ils annoncent les fermetures de routes et les camions détruits, c'est sûrement le signe le plus crédible que la perturbation est réelle. Alors, qu'est-ce qui fait le travail ? La plateforme au centre de tout cela est un drone appelé FP-FP2, construit par l'entreprise ukrainienne Firepoint. Il relève de cette catégorie intermédiaire, et les choix de conception s'accordent à la stratégie impliquée. Alors que le précédent drone longue portée de Firepoint, le FP-FP1 pouvait parcourir une distance impressionnante de 1600 km, le FP-FP2 sacrifie presque toute cette portée pour atteindre une autonomie d'environ 200 km. Mais en échange, il transporte une ogive bien plus lourde, d'environ 105 kg, et il offre à l'opérateur un véritable contrôle. Et avec une mise en place du système de lancement qui ne prend qu'environ 18 minutes, il s'insère parfaitement dans l'écart entre les missions de frappe en profondeur du FP-FP1 et les plateformes de frappe plus lourdes qui le suivent. Le FP-FP2, utilisé pour le minage à distance, existe en deux versions. La première vole de façon autonome pour frapper des cibles fixes à des coordonnées connues. L'autre est piloté à distance par un opérateur via une liaison radio et un flux vidéo en direct, permettant de suivre une cible mobile. C'est similaire à la façon dont on piloterait un drone FPV. Sauf que celui-ci est bien plus grand et bien plus létal. La capacité de contrôle est la clé pour poser des mines. L'utilisation du FP2 pour ses missions de minage et d'opération à l'arrière a été indirectement confirmée par Dennis Stillman, le cofondateur de Firepoint. En prime, l'Ukraine a même commencé à fixer des roquettes non guidées, SS-5 de l'ère soviétique, sur ses drones de moyenne portée, leur permettant d'attaquer des cibles au sol sans voler directement dessus. Les premières images ont émergé au-dessus de la Crimée, visant un groupe mobile de défense aérienne russe. Pour le minage, les drones transportent quelque chose de plus ingénieux qu'une bombe. Selon des images russes, l'Ukraine déploie des distributeurs de mines aériens, essentiellement des conteneurs remplis de petites mines qui peuvent être dispersées sur une portion de route en un seul passage. Une version plus grande contiendrait jusqu'à 48 mines. Une version plus petite en transporte environ 10. Elles peuvent être lancées depuis des drones à voilure fixe comme le FP-FP2, mais aussi depuis les multicoptères Baba Yaga, utilisés la nuit. Et c'est là qu'il est utile de savoir que rien de tout cela n'est improvisé ou particulièrement nouveau. Un journaliste a décrit l'avoir vu de ses propres yeux en 2024. Lors d'un déplacement avec la 23e brigade mécanisée d'Ukraine près de Chaziv Yar, il a vu des opérateurs utiliser des drones pour larguer des mines anti-chars sur les routes d'approvisionnement russes. Bien sûr, il y a aussi le fait que des drones FPV ont déjà été utilisés pour larguer des mines anti-chars directement sur les chars eux-mêmes. Donc, même si la technique en elle-même n'est pas particulièrement nouvelle, l'ampleur et l'ambition du programme, elles, le sont. À ce stade, l'Ukraine a la capacité de piloter plusieurs drones à la fois depuis une seule station de contrôle. La même logique s'applique au minage avec des bombardiers à voilure fixe, car tous les éléments de départ existent déjà, simplement regroupés différemment. Concernant les mines, les informations viennent surtout de sources russes, rendant difficile de savoir précisément ce qui est utilisé. Très probablement, l'Ukraine utiliserait principalement des mines anti-chars et anti-personnel provenant des stocks existants. Sinon, elle pourrait utiliser des mines soviétiques modifiées, puis les fixer sur des drones, afin qu'elles puissent servir de dispositifs de détonation à retardement. L'analyse indépendante est un peu plus vague, mais elle va dans le même sens. Un analyste avait suggéré que les mines sont en réalité des moules imprimés en 3D utilisant des détonateurs sensibles au mouvement, ou peut-être à influence magnétique, et contenant juste assez d'explosifs pour immobiliser un véhicule. Et ce mot, immobiliser, est tout l'enjeu. Ces mines n'ont pas vraiment besoin de détruire quoi que ce soit. Une mine qui se contente de neutraliser un camion a déjà rempli sa mission. Imaginez l'impact d'un camion arrêté sur une route d'approvisionnement. Il bloque la voie et force tous les véhicules derrière à s'arrêter. Cela crée un embouteillage, un regroupement de véhicules à l'arrêt, entassés sur une route exposée, exactement le genre de cible immobile dont rêve un opérateur de drone. La mine doit juste stopper l'avant du convoi assez longtemps pour que le reste fasse le travail. Pensez aux célèbres 68 km que nous avons vus en 2022. Cela pourrait aussi arriver aux lignes d'approvisionnement russes, grâce à des drones bon marché utilisant des technologies prêtes à l'emploi. Les Russes le savent bien, et leurs blogueurs militaires tirent l'alarme. Un célèbre blogueur de guerre russe,
sous le nom de Military Informant, a averti que de petites mines dispersées le long des routes peuvent paralyser le transport, la circulation devant être souvent interrompue pour inspection et déminage. Pensez à l'asymétrie ici. Une frappe de drone kamikaze cible un seul véhicule. Un lot de mines dispersées menace chaque véhicule qui emprunte cette route indéfiniment, jusqu'à ce que quelqu'un les enlève. Un seul largage peut fermer une autoroute. Un autre blogueur de guerre russe, l'archange des forces spéciales, a déploré que la logistique soit perturbée depuis près d'un mois, affectant les livraisons jusque sur les lignes de front. La preuve la plus accablante, c'est la nature humaine. D'après des reportages de Crimée occupée, les chauffeurs de camions-citernes refusent désormais catégoriquement de circuler sans garantie de sécurité supplémentaire. Des garanties qu'en réalité, personne ne peut donner. Le minage a atteint un tel point que les hommes payés pour emprunter ces routes préfèrent les éviter. Or, les mines ne sont qu'une première couche. Avant d'aborder ce sujet, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous proposons d'autres analyses de ce type, et publions des vidéos chaque jour couvrant toutes les actualités que vous devez connaître. Revenons à la campagne de minage à distance. On pourrait dire qu'il ne s'agit que du premier vecteur d'attaque utilisé par l'Ukraine. Imaginez ce scénario. Un conducteur russe, transportant des fournitures vers le sud, affronte désormais plusieurs menaces, traversant une zone d'interdiction en couches. Des drones kamikazes FPV et des drones d'attaque à intelligence artificielle, capables de cibler et verrouiller de façon autonome, sont prêts à fondre sur leur cible. Les défenses aériennes censées protéger la route sont elles-mêmes traquées. Et maintenant, sous ces roues, il y a la possibilité constante qu'une mine soit posée sur la chaussée elle-même, des menaces venant du ciel et du sol, simultanément sur le même tronçon d'asphalte. Et la portée de cela est le choc silencieux de l'histoire. La route M14 entre Mariupol et Melitopol se trouve à environ 100 à 150 km derrière la ligne de front. Pour poser des mines aussi loin à l'arrière, l'Ukraine a besoin de drones à voilure fixe ou de systèmes longue portée, comme le FP2, une plateforme de frappe intermédiaire. Ainsi, la menace n'est plus confinée à la ligne de contact, mais s'étend sur toute la profondeur de l'arrière russe dans le sud. Et si vous voulez une preuve que tout cela fonctionne réellement, il suffit de regarder ce qui se passe dans les stations-service de Crimée. Début juin 2026, la péninsule était en proie à une véritable crise du carburant. Le gouverneur pro-Moscou Sergueï Aksionov a imposé des restrictions sur l'essence la plus courante et annoncé que les habitants devront utiliser des coupons pour acheter du carburant. À Sébastopol, berceau de la flotte russe de la mer Noire, des témoins évoquent de longues files aux stations-service et des habitants incapables de faire le plein depuis des jours. Et les explications officielles ont vendu la mèche. Les responsables russes ont justifié cela par les attaques de drones ukrainiens contre des camions-citernes sur l'autoroute de Novorossia, reliant la Russie à la Crimée. Les gouverneurs de la Crimée et de Sébastopol ont reconnu que le problème mettrait au moins 30 jours à se résoudre, l'un d'eux demandant au public de rester calme. Voici le détail qui relie toute la stratégie, et il vient directement du côté russe. Pour atteindre la Crimée, le carburant n'est en fait pas du tout transporté par le pont de Crimée, pour des raisons de sécurité. Une partie de l'essence traverse le détroit de Kertch par ferry, mais cela dépend de la météo, ce qui impacte le carburant. Plus précisément, le corridor terrestre qui traverse ces routes minées et surveillé par des drones n'est pas simplement une option parmi d'autres, c'est l'artère principale, et l'Ukraine a appris exactement où appuyer. C'est pourquoi cette campagne dépasse la simple destruction de camions. Les perturbations ont touché la vie quotidienne sur la péninsule. Cela a provoqué des files d'attente à la pompe, des coupons de rationnement, et un délai de 30 jours que personne ne peut garantir. Quand une guerre sur une autoroute lointaine se traduit par un réservoir vide dans la voiture d'un civil à Sébastopol, il ne s'agit plus de tactique, mais d'effets stratégiques. Alors, comment la Russie réagit-elle à l'augmentation de l'activité des drones ? Eh bien, la réponse va du désespoir à l'absurde. Dans une note de bas de page marquante de cette guerre, les forces russes y ont peint leurs camions Kamaz et Oural, avec de grandes rayures noires et blanches. Quiconque connaît un peu l'histoire militaire le reconnaîtra vite. C'est le camouflage d'éblouissement, utilisé par les marines sur les navires de guerre durant la Première Guerre mondiale. À l'époque, ces rayures géométriques visaient à tromper un observateur humain via un périscope, compliquant l'estimation de la vitesse, direction et distance d'un navire avant de tirer. Il y a juste un problème. Les Russes semblent avoir complètement mal compris le principe même de cette technique. Les IA des drones ukrainiens évaluent différemment distance et mouvement par rapport aux artilleurs navals de la Première Guerre mondiale. La vision par ordinateur diffère de l'œil humain.
De plus, de nombreux drones utilisent l'imagerie thermique, qui capte la chaleur et non la peinture. Un pilote de drone utilisant une caméra thermique pourrait ne même pas voir les bandes. La principale adaptation a été de rapprocher les défenses aériennes pour sécuriser les routes, ce qui s'est aussi retourné contre eux de façon révélatrice. À un moment donné, les forces d'opération spéciales ukrainiennes ont signalé avoir frappé 2 systèmes de défense aérienne Tor M2 russes. L'un d'eux a été touché alors qu'il était transporté par un tracteur le long de l'autoroute M14 près de Berdiansk occupée. La Russie s'inquiète tant des routes d'approvisionnement qu'elle y déplace ses systèmes de défense aérienne. Et ce faisant, elle expose justement ces systèmes aux mêmes drones qu'ils étaient censés arrêter. Il existe cependant une contre-mesure qui pourrait réellement aider. La Russie pourrait installer au-dessus des routes des tunnels anti-drones, déjà visibles près du front. Ces filets sont efficaces contre les drones. Mais ici, la géographie désavantage Moscou. Couvrir quelques centaines de mètres de route près de la ligne de front, c'est autre chose. Étendre cette protection sur des centaines de kilomètres d'autoroute est une tâche bien plus exigeante. Et cela révèle l'objectif principal de toute cette stratégie, la Crimée elle-même. L'Ukraine a concentré d'énormes ressources autour de la Crimée pour supprimer les défenses aériennes russes et les moyens de tir à longue portée. Et il y a une logique dans cette séquence. Une fois ces systèmes neutralisés, les bases aériennes et lance-missiles qu'ils protégeaient deviennent bien plus vulnérables. Le minage et les frappes sur les routes d'approvisionnement font partie du même dispositif. Ils forcent la Russie à employer ses défenses aériennes pour protéger les camions, exposant ainsi davantage les sites stratégiques. Et à mesure que le corridor terrestre devient de moins en moins fiable, la Russie est repoussée vers le pont de Kertch, l'une des rares grandes artères restantes reliant la Crimée au continent, une structure que l'Ukraine a déjà frappée à plusieurs reprises. Il est peut-être seulement question de temps, avant qu'un missile suffisamment puissant ne frappe le pont et le rende plus ou moins inutilisable, auquel cas la Crimée pourrait être réellement coupée du reste de la Russie. Et c'est précisément pour cela que cette campagne est si élégante et efficace. L'Ukraine semble tenter d'augmenter le coût logistique de l'utilisation du corridor, voire de capturer ne serait-ce qu'un seul mètre de cette autoroute. Elle doit seulement rendre l'utilisation de la route coûteuse. Si chaque camion met plus de temps, et si les convois doivent d'abord être sécurisés puis escortés, la route peut rester ouverte sur la carte tout en devenant pratiquement inutile. Cela nous ramène à notre point de départ. Des camions-citernes calcinés rouillant dans les fossés, et les chauffeurs refusent de reprendre la route. L'usage de drones pour cibler les lignes d'approvisionnement russes illustre la stratégie asymétrique marquant toute la guerre des drones en Ukraine. Cette fois, elle a été perfectionnée et dirigée contre ce dont toute armée a besoin, et qu'aucune armée ne peut remplacer. Le flux constant de carburant et de munitions vers les hommes au front. Mais si vous voulez savoir comment l'Ukraine a réussi à développer son industrie des drones à ce niveau, regardez cette vidéo. Et assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour rester informé des développements les plus récents.